Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul, vous et votre famille. Non. Albert Youma, accusé de détournement de 200 millions de dollars, même si ce n'est pas encore prouvé, qu'est-ce qu'il fait dans le conseil d'administration de la Banque centrale? Vous savez, quand Joseph Kabila était le président de la République, il avait le palais de la nation. Okay. Et il avait ce palais de la nation qui était très grand avec un très beau bureau. Mais combien de fois il allait au bureau? Il s'absentait pendant 8 mois, on ne le voyait même pas la télévision. Il s'absentait pendant 8 mois, mais il était le président de la République, il travaillait. Il était le président de la République, mais il disparaissait pendant 8 mois, on ne savait pas où il était, on ne savait pas ce qu'il faisait. Et quand il réapparaissait, il avait une barbe qui a poussé, on ne savait plus qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là. Alors, par exemple, le docteur Mouyembe, avec toute la responsabilité qu'on a mise sur son dos de la santé de toute la population, on lui propose donc $600 par mois, et je crois que c'est ridicule. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonner. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel. Merci et bienvenue dans votre émission. Vous avez vu que nous portons des masques. Ça prouve à suffisance que nous sommes en train de respecter ce que les autorités disent pour lutter contre les coronavirus qui gangrène bien sûr le monde entier, qui est en train de décimer presque la population du monde. Quelque chose que nous déplorons tous les jours. Et je ressors pour vous. Il fut candidat président de la République, très connu en République démocratique du Congo. Il a donné des points de vue sur la gestion de ce pays avec un grand plan. On appelle plan Maréchal. Oui, plan Maréchal. Ça parlait de lui. Il est là avec nous. Nous allons parler, bien sûr, décortiquer l'actualité politique en République démocratique du Congo et proposer des grandes idées. Il s'appelle Noël Tchani. Président, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir ici. Voilà, nous avons deux masques. Là, vous, comme parfois vous venez, moi, mon masque ici est périmé local. Je ne sais pas, les vôtres, c'est importé ou comment? Au fait, mon masque, c'est une fabrication locale. Ah bon? Conçu, ce masque est conçu par une jeune fille congolaise qui s'appelle Kedaya. Il m'a expliqué que Kedaya en lingala, c'est une abréviation qui veut dire Kembona Yahweh, gloire à Dieu. Ok. Elle n'a que 17 ans. Elle m'a vu avec un basque qui était d'origine étrangère. Elle m'a dit qu'elle pouvait faire mieux que ça. Elle est allée me concevoir ce masque, elle a pris les mesures, et m'en a fait 20 masques. Elle est venue me les délivrer ici avec sa mère et son papa, et j'étais très fier de voir la jeunesse congolaise, surtout à partir de cet âge-là, s'impliquer dans la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Et j'étais vraiment fier de voir que le Congo, quand on donne des moyens aux gens, même très jeunes, ils peuvent être très utiles à leur pays. Merci. C'est puisque nous parlons déjà, vous parlez déjà du coronavirus, alors on doit se jeter dans l'eau. Le Malgache vient d'aider la République démocratique du Congo avec une affaire de 21 tonnes du Covid organique. Quelles sont vos impressions? Je voudrais d'abord remercier le président malgache, Andy, mais également le peuple malgache d'avoir pensé à faire œuvre utile en utilisant ce produit Made in Africa pour pouvoir lutter contre les contaminations, la propagation de la maladie. Mais je voudrais aussi que les gens puissent savoir que ce produit malgache a été conçu grâce à l'implication de l'un de nos compatriotes, docteur Jérôme, je n'arrive toujours pas, Mouniangui, je crois. Mouniangui, bien sûr. Mouniangui, docteur Jérôme Mouniangui. J'ai compris qu'il est arrivé d'ailleurs à Kinshasa, et j'espère qu'on va l'utiliser comme il se doit. Si on peut faire la production du même produit donc à partir donc, du Congo en grande quantité pour que ce soit disponible à toute la population congolaise, je crois que ce serait très bien. Donc, je suis très reconnaissant à l'égard du Madagascar, je salue leurs efforts et j'espère que ça va aider toute la population congolaise, mais également la population africaine. À la question de savoir comment se gère bien sûr cette pandémie en RDC, quelle serait votre réponse? Quelles seront bien sûr vos réponses? Vous savez, j'ai vu l'équipe qui est mise en place autour de Dr Mouyembe.
C'est une équipe qui travaille d'arrache-pied, qui fait ce qu'elle peut pour arriver à gérer une crise aussi grandiose que la pandémie coronavirus. Mais en même temps aussi, nous reconnaissons que cette équipe n'a pas beaucoup de moyens. Les moyens qui leur seraient donnés par le pays. Au début, on avait vu qu'on avait mis à la disposition de l'équipe simplement 1,8 million de dollars. C'est rien absolument. Pour une population de 100 millions d'habitants, 1,8 million de dollars, c'est rien absolument. Ce n'était pas suffisant. Même le petit budget que l'équipe avait présenté au gouvernement, un budget de 135 millions de dollars, je comprends que jusqu'à ce jour, ça n'a pas été payé. Donc, l'équipe fait ce qu'elle peut dans un pays où il y a une mauvaise gouvernance, où nous n'avons pas beaucoup de moyens. Et j'ai vu aussi des vidéos enregistrées par nos compatriotes qui sont déjà à l'hôpital de Cinquantenaire et qui se plaignaient que l'équipe ne passait pas, il n'y a pas de personnel en nombre suffisant pour faire le suivi, le nombre suffisant donc de médecins, mais également des infirmières. Et Dieu merci, j'ai vu le président de la République qui est passé là-bas. J'ai salué cet acte-là. Il a réconforté ses compatriotes et j'ai compris que des instructions ont été données pour qu'ils soient pris en charge comme il se doit. Mais nous nous sommes rendus compte que le chef d'État d'ailleurs s'était rendu compte lui-même et que nos patients congolais ne mangent pas bien comme il se doit dans ces hôpitaux-là. C'est quand même scandaleux. Moi, je suis horrifié de voir que nous avons... Je voudrais féliciter le président de la République. Féliciter le président de la République d'être sorti de son palais pour aller sur le terrain et se rendre compte d'un certain nombre de choses. Mais je me demande même à quoi sert le gouvernement, sert particulièrement le Premier ministre. Nous avons un président de la République apparemment super actif qui, en une journée, va visiter les soeurs de moutons, va visiter donc 3-4 hôpitaux. Et le Premier ministre, je ne sais pas ce qu'il fait tous les jours. Donc, nous avons besoin peut-être de pouvoir repenser même la composition de l'équipe gouvernementale congolaise pour pouvoir faire face à ce genre de pandémie de façon plus efficace. Très bien. Le comportement de la population, vous êtes parfois sur terrain, vous voyez, puisque vous avez un grand parti politique aussi, vous avez un grand mouvement aussi politique qui est sur terrain avec des membres, vous êtes sur terrain. Est-ce que la population congolaise ou la population quinoise comprend vraiment que la maladie existe? C'est un problème réel. Je ne sais pas si c'est un problème d'éducation ou si c'est un problème de culture. Mais je suis sorti moi-même, je suis allé sur le terrain. Il y a 2-3 jours, je suis allé à Bibois. J'ai passé du temps à Kinkole, en Sélé. On s'est arrêté à Kingasani, à Massina, à Ndjili. Et j'ai vu ce qui se passe de ce côté-là. On dirait que les gens ne considèrent même pas que le coronavirus existe. Ils refusent, ils disent que c'est une maladie soit des Blancs, soit maladie des riches, soit maladie des gens de la Gombe, soit il y a toute une série d'explications. On parle donc du port des masques. De ce côté-là, j'informe les autorités, ils le savent déjà, que les gens ne portent pas les masques. Mais j'ai essayé de comprendre pourquoi les gens ne portent pas les masques. Pourquoi alors? Pourquoi? En parlant avec ces gens, ils m'ont dit les masques coûtent 500 francs congolais, ou 1000 francs congolais, ou 2000 francs congolais. On n'a pas cet argent-là. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais quelques masques, j'ai dû distribuer donc à quelques personnes, mais ce n'est pas suffisant. Kinshasa, c'est une ville de 15 millions d'habitants. Si on n'a pas d'argent pour acheter des masques, le minimum que les autorités provinciales, mais également les autorités nationales devraient faire, c'est acheter ces masques, les mettre à la disposition de la population pour que personne n'ait une excuse en disant « je ne porte pas de masques parce que je n'ai pas de moyens ». Je trouve même scandaleux qu'on puisse maintenant sanctionner les gens qui ne portent pas les masques avec une amende de 5 000 francs congolais. Je demanderai à M. Ngentini Kobila, comme ils ont déjà commencé à sanctionner des gens avec cette amende-là, il faut prendre tout cet argent-là, de 5 000 francs congolais, acheter des masques et distribuer aux gens gratuitement. Donc vous arrêtez ceux qui ne portent pas de masques, ils payent 5 000 francs congolais, il faut recycler ça, prendre cet argent, commander des masques. Je pense que si l'hôtel de ville commande, on peut peut-être arriver à un coût de production de 250 francs congolais par masque. Donc il faut produire plus de masques maintenant avec ces amendes-là et prendre ces masques fabriqués
sur base de ces amendes, distribuées maintenant à toute la population. Je pense que ce serait une meilleure utilisation de ces ressources parce qu'à la fin de la journée, l'hôtel de ville n'a pas pour vocation de s'enrichir sur le dos de la population en faisant payer les 5 000 francs d'amende. Utilisons cela donc de façon constructive. Très bien. Président, comment gérer la situation après Covid-19? Nous aurons des sérieux problèmes sur le plan économique. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre déjà, dès aujourd'hui, en exergue pour bien trouver des solutions aux problèmes qui seront posés par la population après le Covid-19? Je crois que c'est une question de vision. Et je suis heureux d'avoir été l'une des rares personnes dans notre pays à insister pour dire qu'un pays ne se gère pas au hasard. On se réveille le matin, on prend des décisions hasardeuses. Il faut planifier des choses dans le court, le moyen et long terme pour que chaque action qu'on mène à quelque chose, à un résultat qu'on a anticipé d'avance. Je prends l'exemple du secteur de la santé. Nous réalisons aujourd'hui que le Congo n'a pas un système de santé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun hôpital, je peux dire, digne de son nom en République démocratique du Congo. J'avais visité l'hôpital général de référence et j'ai vu les conditions dans lesquelles les choses se passaient là-bas. Vous allez à l'hôpital du Cinquantenaire. D'abord, je ne sais pas quel genre d'hôpital c'est ça, parce que quand vous y arrivez, vous trouvez que ce sont des Indiens qui parlent anglais, qui parlaient même à notre président de la République, en République démocratique du Congo, en anglais, et le président de la République doit se faire assister par un traducteur. Nous avons besoin d'avoir des médecins congolais formés en grand nombre, des infirmiers congolais formés en grand nombre, qui connaissent non seulement les langues congolaises, mais qui connaissent aussi la culture congolaise et qui peuvent s'adapter. Nous avons besoin d'infrastructures donc de qualité. Je veux que nous prenions l'avantage donc de cette pandémie maintenant pour repenser notre système de santé. Nous avons 26 provinces. Voici ce que je suis en train d'envisager dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Un plan qui était conçu pour des raisons électorales avant la campagne. Je suis en train de le mettre à jour aujourd'hui pour l'adapter aux nouvelles conditions du pays. Et il est pratiquement terminé. Ce sera une belle surprise, un beau cadeau pour le peuple congolais. Donc, dans le cadre de ce plan, nous avons pratiquement 100 millions de Congolais repartis sur 26 provinces à travers le pays. Je souhaiterais que nous puissions regarder tous les hôpitaux existants, les hôpitaux publics existants, comme l'hôpital général de référence, la clinique Ngaliema, il y a des hôpitaux de référence donc dans chacune des provinces, et ainsi de suite, qu'on prenne tous ces hôpitaux-là. Ce qu'on peut moderniser, qu'on puisse avoir un plan clair de modernisation, de réhabilitation pour les mettre à jour. Mais il y en a beaucoup qu'il faut détruire pour construire à partir de zéro. Je donne l'exemple de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Ça ne sert à rien de gaspiller de l'argent pour réhabiliter cet hôpital-là. Il faut détruire, recommencer à zéro et construire un hôpital donc moderne qui répond donc aux ambitions de développement de notre pays. Faire la même chose maintenant donc dans chaque province. Et nous allons construire de nouveaux hôpitaux de façon telle que notre vision doit être d'avoir un hôpital pour chaque 1 million d'habitants. Un hôpital moderne, c'est faisable. Alors, si nous faisons ça, nous devons penser maintenant au personnel soignant, les médecins et les infirmiers, les former en nombre suffisant et les dispatcher à travers le pays. Mais ça, ce n'est pas l'élément aussi déterminant pour pouvoir réussir dans ce secteur. Troisième élément doit être la rémunération adéquate du personnel soignant. J'entends les salaires qui sont proposés aux médecins. C'est ridicule. Par exemple, le docteur Mouyembe, avec toute la responsabilité qu'on a mise sur son dos de la santé de toute la population, on lui propose donc $600 par mois. Je crois que c'est ridicule. Donc, il faut que nous puissions repenser la rémunération adéquate de tout le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, pour les motiver à faire leur travail. Mais au-delà de cela, maintenant qu'on accélère le système de mise en place de ce que j'appelle l'assurance maladie universelle, pour que chaque Congolais qui tombe malade soit pris en charge, comme on le fait actuellement avec ceux qui sont atteints donc de Covid-19, on les prend en charge, n'est-ce pas? Il faut qu'on fasse la même chose maintenant pour toutes les maladies, pour que les Congolais soient pris en charge par une assurance maladie universelle qui pourrait être une combinaison des ceux qui souffrent aujourd'hui, Président, sont pris en charge par l'État, puisque
presque tous les secteurs de l'État sont abandonnés. Oui. Et tout est canalisé dans ce secteur. Vous pensez que ça sera vraiment facile? Ce n'est pas chose qui ne sera plus facile. Hein. Ce n'est pas facile. Assurance maladie universelle, ça existe dans d'autres pays. Si ça existe ailleurs, on peut faire la même chose ici. Comment moi je vois les choses? On prendra tous ceux qui travaillent, on va dire, passer une loi pour dire que toute personne qui travaille contribue par exemple 5% de son salaire. On récupère 5% de ce salaire-là, on verse dans une caisse d'assurance maladie universelle. Pour tout le pays, si par exemple on a récolté toutes les contributions de tous ceux qui travaillent, si ça arrive, je donne un exemple, à 50 millions de dollars. Et s'il est déterminé que pour assurer maintenant la couverture de tout le monde, on a besoin de 100 millions de dollars, on va demander à l'État de pouvoir contribuer à la différence. Donc il y aura une contribution des individus, des Congolais, mais aussi une participation de l'État qui doit assumer la santé, la responsabilité de la santé de sa population, comme on le fait actuellement avec Covid-19. Est-ce que vous parlez de la contribution? Acceptez qu'on parle maintenant de la dépréciation du franc congolais. C'est très important, puisque vous êtes quand même économiste et vous venez de défendre votre thèse, bien sûr, de doctorat, bien sûr, et ça fait énormément du bien. C'est quelque chose que nous devons encourager. Président Noël Tiani, dites-nous quelles sont les vraies causes de la dépréciation du franc congolais. D'abord, je n'ai pas défendu la thèse de doctorat tout récemment. C'est une vieille thèse que j'ai défendue quand j'étais beaucoup plus jeune que ça. Merci Donc, beaucoup. ma thèse a porté sur l'indépendance de la Banque centrale, l'obligation de rendre compte de l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. Bon, pourquoi le franc congolais aujourd'hui est en train de se déprécier comme ça? D'abord, je voudrais dire que la dépréciation monétaire n'a pas commencé hier ou avant-hier. Il a commencé depuis depuis l'inception du franc congolais. Vous vous rappelez, quand on avait lancé le franc congolais en 1998, 1 dollar était égal à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 1 dollar égal à 1900 francs congolais ou 2000 francs congolais. Si on calcule le taux de dépréciation pendant cette période-là, il y a eu dépréciation monétaire donc de près de 150 000%. C'est-à-dire que notre monnaie ne vaut rien, c'est devenu la monnaie de singe même. Pour faire une petite transaction, il faut beaucoup de francs congolais comme ça, alors que si vous faisiez la même chose en dollars, vous n'avez besoin que de 5 ou 10 dollars. Donc notre monnaie ne vaut rien, elle est aussi très sale. Et je suis même préoccupé parce que la monnaie est devenue l'agent de propagation du coronavirus. Parce que quand la monnaie, les billets qui sont très sales, les virus se cachent dedans. Les virus aiment la malpropreté. Et notre monnaie nous offre ce spectacle-là. Donc nous devons penser à pouvoir refaire les choses pour pouvoir protéger notre population contre ce risque de propagation du virus à travers donc, la monnaie. Mais pourquoi la monnaie perd des valeurs? Plusieurs facteurs. Un, le pays ne produit pas. Il ne produit absolument rien aujourd'hui. Les quelques matières premières que nous produisons, aujourd'hui, les recettes sont en baisse constante. Pourquoi? Parce que là où il y avait la demande de nos matières premières, les pays qui achetaient nos matières premières, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, ces pays-là sont affectés, leurs économies sont affectées sérieusement par le coronavirus. Donc la demande globale va être beaucoup plus réduite que ce qu'on a connu donc dans le passé. Demande globale réduite veut dire qu'ils vont acheter moins de nos matières premières par rapport à ce qu'ils achetaient donc avant. Donc on aura moins de recettes d'exportation pour notre pays. Moins de recettes d'exportation veut dire aussi moins de recettes budgétaires. Ça veut dire que quand on nous a dit au début de l'année que le budget de la RDC est de 11 milliards de dollars, aujourd'hui ce budget-là il est illusoire. Je doute fort qu'on puisse même réaliser 30% ou même 25% de cela parce que les choses ont complètement changé. À cause de ça, aujourd'hui, le rythme des dépenses de l'État, le train de vie des institutions étant resté le même, on continue à dépenser beaucoup d'argent comme si on avait beaucoup de moyens. Donc, à cause donc de ce décalage entre les recettes et les dépenses que nous avons, il se dégage donc un déficit budgétaire très élevé. Jusqu'à la fin du mois d'avril, on avait prévu, dans les prévisions d'avant, de réaliser un excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais. Au lieu de réaliser cet excédent budgétaire, on a réalisé un déficit budgétaire de près de 620 milliards de francs congolais. C'est-à-dire que l'État a dépensé plus d'argent
que ce qu'on a eu dans les caisses. À cause de ça, il faut recourir à ce qu'on appelle la planche à billets pour financer ce déficit-là. C'est-à-dire, le gouvernement demande à la Banque centrale d'imprimer les francs congolais et la machine commence à tourner. On a imprimé trop de francs congolais pour faire face à ce déficit budgétaire. Conséquence, la valeur de la monnaie se déprécie, les taux d'échange donc évoluent donc en sens défavorable à la préservation du pouvoir d'achat de la population. C'est ça qui fait que notre monnaie ne fonctionne pas. Mais au-delà de cela maintenant, j'attire l'attention sur le fait que la Banque centrale, en tant qu'institution monétaire, ne fait pas son travail. Son gouverneur de la Banque centrale et toute son équipe, là, ils doivent être révoqués. Pourquoi? Parce que... Là, c'est au chapitre des solutions. C'est au chapitre des solutions. Ils doivent être révoqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont là depuis très longtemps. On ne sent pas à quoi ils servent. Quand vous regardez les mandats statutaires de la banque, ils ont échoué. La Banque centrale a pour mandat, de conduire une politique monétaire qui aboutisse à la stabilité du pouvoir d'achat de la population, la stabilité des niveaux généraux des prix. Ils n'ont pas réalisé ça parce que le pouvoir d'achat de la population a dégringolé. 2, de gérer les réserves d'échange. Les réserves d'échange donc de la RDC sont ridicules. On était pratiquement à 700 millions de francs congolais et on vient de remonter à 1 milliard de francs congolais grâce à l'appui budgétaire donné par le Fonds monétaire international. Nous sommes devenus dépendants de ce que l'extérieur peut faire pour nous. Donc la Banque centrale ne fait pas son travail comme il faut. 3, la supervision du secteur bancaire. La Banque centrale ne supervise pas bien le secteur bancaire. Vous avez entendu donc dans cet épisode des détournements des fonds dans le cadre du procès Kamere qui va intervenir à partir de l'été. Dans le programme du président de 100 jours, vous avez entendu qu'il y a eu donc des décaissements de l'argent payé cash à la Robert, plus de 35 millions de dollars cash. Comment est-ce qu'on peut dans un pays payer autant d'argent cash? Soit la Banque centrale n'est pas au courant, si elle n'est pas au courant, ça veut dire qu'elle ne fait pas son travail, soit si elle est au courant et qu'elle a laissé faire, ça veut dire qu'elle est incompétente. Donc la Banque centrale n'a pas fait son travail du tout dans le cadre de la supervision du secteur bancaire. Et 3, Conseil économique et financier du gouvernement. Encore une fois de plus, la Banque n'a pas fait son travail. Pourquoi? Parce que rien que dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État, quand on signe un contrat, la Banque devait exiger qu'on ne puisse pas payer tout le montant cash au début, avant même qu'on commence l'exécution donc du contrat. On devait exiger peut-être qu'à la signature qu'on puisse payer 10% ou 20% ou 30% et que progressivement, au fur et à mesure qu'on exécute un programme, un projet, qu'on puisse décaisser au fur et à mesure. Mais dans ce cas ici, on a décaissé tout au début qu'a fait la Banque centrale en tant que conseiller économique et financier du gouvernement. Donc, je peux dire que notre Banque centrale n'a pas fait son travail. Elle a échoué et il faudrait, pour corriger cela, pas simplement tirer les oreilles des gens et puis leur dire vous continuez donc à faire ce que vous avez toujours fait. Il faut changer des individus pour qu'il y ait une nouvelle vision, des nouvelles personnes avec des nouvelles façons de faire des choses. En plus de cela, notre Banque centrale a un conseil d'administration composé de, je crois, 8 ou 9 administrateurs. Tous ces bons citoyens, leurs mandats ont expiré depuis 2003. Ils n'ont plus de mandat, ils sont hors mandat. Et dans ce conseil d'administration, on trouve même des personnes avec une crédibilité douteuse. Albert Youma, accusé de détournement de 200 millions de dollars, même si ce n'est pas encore prouvé, qu'est-ce qu'il fait dans le conseil d'administration de la Banque centrale? Monsieur Kindwelo, qu'est-ce qu'ils font dans le conseil d'administration de la Banque centrale? Un banquier commercial qui se trouve avec des intérêts privés. Donc, je crois que nous devons refaire toute cette institution-là. On doit avoir une banque centrale crédible qui conçoive et qui mette en œuvre une politique monétaire dans l'intérêt du peuple congolais. Très bien. Il y a des conséquences négatives si cela ne se mettait pas en pratique. Oui, les conséquences, c'est que nous allons continuer à patauger. Oui. La monnaie va continuer à perdre de la valeur. Et quand la monnaie perd des valeurs, vous savez quoi? La conséquence, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat de la population qui s'amenuise. Donc, c'est le peuple congolais qui est pénalisé. Et vous savez quoi? Le peuple congolais est pénalisé, mais le chef de l'État aussi va être pénalisé. Parce qu'au bout du compte, le peuple mécontent, ça va se traduire par l'impopularité du président de la République. Et des revendications. Donc, des revendications salariales que nous avons tous les jours. Très bien. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit conscient de ça. Il est temps que le chef de l'État agisse. Et s'il n'agit pas vite pour pouvoir remettre de l'ordre là-bas, il sera la première personne qui sera victimisée. Pourquoi? Parce que le mécontentement populaire, ça se retourne toujours contre les politiciens. Très bien.
une année après, non, un an de l'alternance déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce régime? Y a-t-il des avancées? On fait des surplaces? Ou on ne fait absolument rien? C'est presque la continuité de Joseph Kabila. Il y a eu quelques signaux positifs que nous avons enregistrés depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Notamment la libération des prisonniers politiques. Ceux qui étaient en prison ont été libérés. Notamment l'ouverture de l'espace médiatique pour que des gens comme nous, qui sommes parfois des têtes brûlées, qu'on puisse nous donner l'occasion de pouvoir nous exprimer, y inclus à la télévision nationale, la RTNC, pour dire ce que nous pensons. Il y a eu, si je peux dire, donc, libéralisation des activités politiques. Donc, ceux qui ne sont pas contents politiquement, qui ne sont pas d'accord avec le régime, peuvent aller partout à RDC, parler, exprimer donc leur point de vue. Vous avez vu Martin Fayulu partir partout, danser comme il veut. Donc, non, mais danser ou tenir des meetings, Martin Fayulu parle. Bon, c'est une façon de parler. Okay. C'est un ami personnel, c'est pour ça que j'ai dit ça avec l'espoir qu'il va regarder, il va rigoler. Donc, alors, ces choses-là, donc je crois que ce sont des signaux positifs. Mais j'ai peur qu'on se soit limité à ça et que le système Kabila, qui a mené le pays à la dérive, que ce système reste en place inchangé. On a vu un gouvernement éléphantesque, dominé par les gens du FCC de Joseph Kabila, les mêmes personnes qui ont échoué, et on a mis encore le destin du pays donc, dans leurs mains. Je ne vois pas comment, avec les mêmes personnes, on peut réaliser des résultats différents. Donc jusqu'à présent, ça ne marche pas. Deux, il y a quelques tentatives de changement au niveau de la justice. Avec des nouvelles nominations de hauts magistrats, je vois qu'on a commencé à interpeller quelques personnes et je voudrais qu'on aille très vite. L'exemple le plus frappant, c'est l'arrestation de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, qui est accusé de corruption, détournement de fonds publics, conflit d'intérêts. Ce sont des antivaleurs très graves qui ont cloué notre pays au sol. Le procès va commencer lundi. Et j'espère que le procès va être transparent. Je veux qu'il soit considéré toujours présumé innocent, qu'on l'entende, qu'on lui pose des questions. S'il arrive à justifier tout ce qu'on lui reproche, qu'il soit libéré, nous allons tous applaudir. Mais s'il n'arrive pas à justifier, pardon, s'il n'arrive pas donc à justifier, il sera condamné et il va connaître donc la rigueur de la loi. Et en ce moment-là, il n'y aura pas, parce qu'il est directeur de cabinet ou parce qu'il est une grande personnalité ou ceci, cela, il va connaître la rigueur de la loi, il sera puni comme tout le monde. Je crois que ce sera un signal fort pour le début de ce que j'appelle donc la mise en place d'un état de droit où les mêmes règles s'appliquent à tous les citoyens de la même façon. Très bien. Au sein, mais entrons maintenant dans la coalition FCC-CACH. Est-ce que ça marche? Et ça peut conduire ces pays plus loin que possible? Vous savez, moi, je ne suis pas leur copain. Donc, je ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur de leur mariage. Là. Le FCC le cache. Mais tout ce que nous constatons en tant que citoyens congolais, c'est que le pays n'est pas géré correctement. Pourquoi? Parce qu'on avait attendu à ce qu'il y ait lutte sérieuse contre les antivaleurs, lutte contre la corruption, la prédation des ressources, les détournements de fonds publics. On serait attendu à ce que le système qui a fait que le pays ait échoué jusqu'à présent soit déboulonné, comme le président lui-même l'avait dit. Nous avons constaté que ce déboulonnement n'a pas encore eu lieu. Donc, ça ne marche pas. C'est ça le constat de nous en tant que peuple congolais. Maintenant, à l'intérieur donc du FCC-CACH, on entend parfois, ils s'insultent tous à la télévision, à la radio, sur les médias. Et ce n'est pas comme ça donc un mariage moderne. Donc, c'est un mariage donc qui est entaché de beaucoup de problèmes. Et il semble pouvoir tenir à pouvoir préserver ce mariage-là. Je ne sais pas dans l'intérêt de qui, mais pour l'instant, ce mariage-là ne donne pas des résultats qu'il faut. Et on a l'impression même qu'on soutient le maintien de certains individus ou de tous les individus qui sont des criminels de la République, qui n'ont pas travaillé dans l'intérêt du peuple congolais. On veut les maintenir à tous les coups, alors que le Congo regorge des ressources humaines de qualité. On peut sélectionner ces ressources humaines de qualité-là au-delà des considérations politiques pour les mettre au travail pour qu'on puisse transformer le Congo comme le Congo. Parlons du secrétariat technique et privé de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Aujourd'hui, et ce secrétariat
sera prise en charge par l'État congolais. C'est opportun pour vous, Président Noël? Non, je dirais immédiatement que ce n'est pas opportun et j'ai d'ailleurs beaucoup de réservations sur cette question-là. Ce n'est pas opportun parce que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de pouvoir lutter contre la pandémie, de mobiliser toutes les ressources que nous avons pour pouvoir lutter contre la pandémie, payer les médecins et les infirmières correctement pour qu'ils travaillent à acheter des chloroquines ou acheter le produit qui est venu de Madagascar, et ainsi de suite, là, pour pouvoir subvenir aux besoins de la population, acheter de la nourriture pour les gens. Je crois que ces choses-là sont plus prioritaires qu'aller financer un secrétariat pour Joseph Kabila. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand Joseph Kabila était président de la République, il avait le palais de la nation. Okay. Et il avait ce palais de la nation qui était très grand avec un très beau bureau. Mais combien de fois il allait au bureau? Il s'absentait pendant 8 mois. On ne le voyait même pas la télévision. Il s'absentait pendant 8 mois, mais il était le président de la République. Il travaillait. était le président de la République, mais il disparaissait pendant 8 mois. On ne savait pas où il était, on ne savait pas ce qu'il faisait. Et quand il réapparaissait, il avait une barbe qui a poussé. On ne savait plus qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là. Alors, lui, pour travailler, il ne travaillait pas. Il avait un bureau au palais de la nation, bien sûr. Il travaillait. Oui, parce que vous n'étiez pas là pour le contrôler, voir il est là ou on n'est pas là. J'ai dit simplement qu'il disparaissait, on ne le voyait pas, on ne le voyait pas au bureau. Mais maintenant qu'il n'est plus président, qu'il devait prendre la retraite, il veut qu'on lui paye donc un secrétariat. Je me demande si on est logique dans ça. Mais ça, c'est côté blague. Mais je voudrais maintenant qu'on soit sérieux. Très bien. Un chef de l'État qui a pris la pension, Joseph Kabila, touche 670 000 $ par mois. 670 000 $, sous forme de pension et tous les avantages liés à ça. Je voudrais, pour des raisons de comparaison, que les gens comprennent que 670 000 $ par mois, multiplié par 12, vous trouvez au moins 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. À titre de comparaison, je veux que vous sachiez que le président américain a comme salaire annuel de 400 000 $ brut. Sur ce salaire-là, on doit enlever des taxes, donc il lui reste à peu près 250 000 $, donc net. Kabila touche 8 millions de dollars, le président américain touche 400 000 $ par an. Et Félix touche combien? Ça, je ne connais pas. Okay. Maintenant, avec 8 millions de dollars par an, Dieu de mes ancêtres, il ne peut pas s'acheter un petit secrétariat, prendre un bureau, prendre une secrétaire et puis payer avec les 8 millions de dollars là. Et il veut encore que l'État congolais puisse prendre en charge donc des dépenses liées à son secrétariat. Moi, je pense que c'est être égoïste. Monsieur Joseph Kabila, moi, je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul, vous et votre famille. Non. Le Congo appartient à 100 millions de Congolais. Ne soyez pas égoïstes. Nous avons 90% de la population qui vit sur moins de 1 $ par jour. Nous avons des gens qui meurent de faim. On ne peut pas tout prendre et tout vous donner. Et en plus de cela, je voudrais vous rappeler que vous avez quand même beaucoup de choses aussi. Vous avez intérêt à garder le calme pour ne pas réveiller les chiens qui dorment. Je voudrais vous donner l'exemple. Pendant que vous étiez président de la République, vous avez construit Kingakati. Kingakati, c'est comme Hollywood. Il y a tout là-bas. Il y a même déjà, c'est comme chez Michael Jackson. Il y a même des jardins où il y a des lions, des animaux, des éléphants, des trucs de ce genre là-bas. Vous avez construit Kingakati. Pendant que vous gériez des fonds publics, comment vous aviez construit un truc aussi grandiose? Vous qui étiez en charge de la gestion donc, des fonds publics, parce que vous avez trouvé de l'argent. Et maintenant, vous dites que GLM, la résidence de GLM vous appartient, c'est une résidence privée. Mais vous l'avez acquise pendant que vous étiez président de la République, vous gérez des fonds publics. Vous avez construit ce qu'on appelle la ferme de l'espoir. Tout ça pendant que vous gériez des fonds publics. Vous avez construit l'hôpital. Maman Sifa Mahanya, quelque chose comme ça. Cet hôpital-là, vous l'avez construit pendant que vous gérez des fonds publics. Vous avez beaucoup de biens de ce genre et il y a des journaux. Bloomberg, Reuters, Le Monde, qui ont fait une enquête et qui ont trouvé que vous et votre famille, vous avez près de 70 compagnies, 70 sociétés qui valent des milliards. En plus de cela, vous demandez que le peuple congolais vous supporte donc
la mise en place d'un petit secrétariat. Moi, je pense que là, vous allez trop loin. Je vous demanderai de pouvoir prendre cette dépense-là vous-même et de laisser le budget de l'État utilisé pour autre chose. Je voudrais aussi que vous sachiez une chose. Que vous sachiez une chose, c'est que je pense que je me suis perdu là. Je voudrais aussi que vous puissiez réaliser que nous avons besoin de pouvoir développer le Congo. Pour développer le Congo, nous avons besoin de ressources. Si nous devons utiliser toutes ces ressources-là pour entretenir un individu, ce n'est pas bien ni pour vous, ni pour la population congolaise, ni pour notre pays. Moi, je vous conseille de pouvoir penser différemment. Utiliser l'argent que vous avez là pour redonner à la RDC, à la population congolaise, plutôt que de soutirer tout le temps l'argent de la population congolaise sous forme diverses. De cette façon-là, je crois qu'on va vous oublier, on va vous laisser tranquille et on ne va pas continuellement sentir que vous êtes une charge sur la population congolaise parce que ça va se retourner contre vous tôt ou tard. Mais cet argent-là, d'abord, le 670 000 $ le mois, c'est le Parlement qui avait voté cela. Il y a toute une loi, pourtant la loi sur le statut des anciens présidents de la République élus. Et en plus de cela, même s'il mourait aujourd'hui, si sa femme reste vivante, elle va toujours bénéficier de cet argent. Et ses enfants et consorts, vous pensez que ne pas laisser Joseph Kabila bénéficier de tout ce dont la loi le donne, ce n'est pas un méchant ou violer la loi? Vous savez, nous connaissons les conditions dans lesquelles ces lois-là ont été votées. C'était voté de façon précipitée avant que Kabila ne parte du bureau pour lui donner une incitation à accepter de partir parce qu'il ne voulait pas partir. C'est une loi que les parlementaires ont votée en ayant le fusil à la tête. C'est une loi qui sera supprimée tôt ou tard. Moi, je voudrais vous dire une chose, c'est que soyons raisonnables. Suivez l'exemple d'autres leaders à travers le monde. Je vous donne l'exemple du président américain Donald Trump. Il était riche avant de devenir président de la République. Moi, je l'ai vu à New York. J'ai travaillé sur Park Avenue et 48, et lui, il était sur Fifth Avenue et 58, donc juste à côté, là où il y a Trump Tower. J'ai vu que Donald Trump a abandonné son salaire. Le salaire, quand il est devenu président de la République, de 400 000 $ par an. Il a abandonné, il a dit, je ne touche pas ça. Remettez ça dans le trésor, utilisez ça pour le peuple américain. Moi, je veux qu'on me paye quoi? Il touche un salaire de 1 $ par an. Je dis bien 1 $ par an. C'est ça le salaire que le peuple américain paye à Donald Trump pour être président de la République. Vous avez beaucoup d'argent. Utilisez cet argent-là pour autre chose. Si ce n'est pas suffisant, regardez dans vos entreprises, là, à trouver du bénéfice, trouver des dividendes. Vous pouvez vivre sans pouvoir demander à la République démocratique du Congo de pouvoir payer un secrétariat pour vous. Même si cela se trouve donc dans la loi. Mais faites ce qui est bien et ce qui est logique et ce qui est responsable. Voici mon conseil que je vous donne. Dernier point, statut pénal de l'ancien président de la République élu. Vous avez lu ça, j'espère, et vous avez la connaissance sur ça, président. Il ne peut pas être poursuivi de tous les faits ou bavures commis pendant son mandat. Ça, c'est de 1. De 2, les juridictions nationales ont une priorité sur les juridictions internationales et pénales. Mais aujourd'hui, les gens qui pensent qu'il faudrait arrêter Joseph Kabila, vous pensez que c'est une démarche qui va aboutir à quelque chose? Bon, je ne connais pas toutes les subtilités juridiques. Mais d'abord, je voudrais corriger une chose, c'est que les juridictions internationales ont la prééminence sur les lois nationales. C'est comme ça que ça marche. C'est l'international qui prime sur le national. Mais dans cette loi, c'est les juridictions nationales qui doivent primer sur l'international. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Avant même de le mettre en accusation, le Parlement, bien sûr, Chambre nationale, Assemblée nationale, le Sénat, réunis en congrès, doivent voter le 2/3 pour qu'il soit mis en accusation. C'est pour cela qu'on a tout fait pour que le Front commun contrôle donc les 2/3 du Parlement. Vous avez compris. Moi, je vais dire ceci, c'est que je veux que nos chefs d'État soient protégés contre l'arbitraire. Ouais.
quand vous avez été chef de l'État, vous sortez donc de la présidence de la République, il faut que vous ayez une vie paisible et tranquille. Mais cela suppose quoi? Cela suppose que vous avez été un chef d'État propre, qui n'a jamais fait du mal aux citoyens au-delà du travail que vous étiez supposé faire en tant que responsable numéro 1 du pays. Très bien. Cela veut dire que quand on dit que les actes menés par le chef d'État pendant qu'il était en poste, il faut lui assurer l'immunité. Je vais vous expliquer ma compréhension de cela et je vais vous dire cela, comment ça s'interprète aussi dans d'autres pays. Je vous donne l'exemple des États-Unis d'Amérique. Le président George Bush Senior, pendant qu'il était président de la République, dans l'intérêt de pouvoir rétablir dans l'intérêt du peuple américain ou également donc du monde, a dû mener une guerre, ce qu'on appelle la guerre du Golfe. Il a engagé les troupes américaines à aller faire la guerre sur le terrain. C'était une décision prise en tant que chef de l'État qui engageait les États-Unis en tant que pays. Maintenant qu'il n'était plus président, on ne pouvait pas l'amener au tribunal pour avoir engagé une guerre contre un pays étranger, mais surtout pendant cette guerre-là, il y a eu perte de vies humaines des Américains, des soldats qui étaient là-bas. On ne peut pas engager une poursuite judiciaire contre ce président qui avait pris cette décision pendant qu'il était président. C'est ça la compréhension. Très bien. Maintenant, si le président George Bush avait pris son fusil pour fusiller un de ses gardes-corps, comme ça, ou bien fusiller quelqu'un qu'il n'aime pas, il a commis un crime pendant qu'il est président, mais c'est un acte pénal. Quand il n'est plus pendant qu'il est président, on ne va pas l'amener au tribunal. Mais quand il n'est plus président, on va l'amener au tribunal parce qu'il avait commis un crime qui n'entrait pas en ligne de compte de ses fonctions normales en tant que chef de l'État donc de ce pays-là. Vous me suivez? Très bien. C'est la même chose aussi ici chez nous. Je ne connais pas l'étendue de choses qu'on reproche à Joseph Kabila. Mais il faudra que les juges puissent analyser toutes ces choses-là et déterminer si c'était des choses faites pendant qu'il était président au nom du pays en tant que République démocratique du Congo, ou bien si ce sont des crimes commis contre des individus par lui en tant qu'individu. En ce moment-là, les gens ont attendu qu'il ne soit plus président pour l'amener au tribunal. Donc, je crois que la justice va se prononcer là-dessus et ça va être un cas d'école, un cas intéressant. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, le président Noël Tchani, mais avant qu'on se quitte, j'espère que vous avez un dernier mot où vous voulez répondre à une question. Vous aviez une réponse, mais malheureusement, je n'ai pas posé la question. Donnez-moi cette réponse. Oui, d'abord, je voudrais inviter tous nos compatriotes à prendre des précautions pour éviter la propagation de la maladie. C'est sérieux. Il ne faut pas dire que c'est une maladie des blancs, des gens qui sont grands ou des gens qui sont petits. C'est une maladie qui n'affecte pas les pauvres. Il ne faut pas raconter ces histoires. Il faut que chaque Congolais prenne des dispositions pour se protéger, pour éviter la propagation à grande échelle de cela. Et je suis très préoccupé par l'évolution des chiffres. Nous sommes pratiquement autour de 1000 cas dans notre pays et ça devient de plus en plus donc inquiétant. Donc faisons tout pour arrêter la propagation de la maladie le plus rapidement possible. Maintenant, je voudrais inviter aussi l'élite congolaise à réfléchir. Qu'est-ce que nous faisons après Covid-19? Moi, j'ai commencé avec un groupe de personnes à mettre à jour notre vision de développement, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Nous travaillons là-dessus tous les jours et nous avons fait beaucoup de progrès dans tous les secteurs. Ceux qui s'intéressent peuvent me contacter s'ils veulent participer donc à la mise à jour, parce que nous allons sortir le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, mise à jour après la pandémie coronavirus, et nous pensons que cette vision de développement va avoir des actions à mener dans le court terme, dans le long terme, dans le moyen terme, pour développer la RDC, pour qu'on devienne un pays émergent. Au début, nous avons prévu pour 15 ans et nous continuons à penser qu'en 15 ans, si nous travaillons sérieusement, nous pouvons atteindre donc cet objectif. Si vous êtes intellectuel, si vous êtes spécialiste dans un secteur, si vous avez des idées que vous pensez pourraient être utiles et qu'on peut inclure donc dans le plan Marshall que nous concevons pour notre pays, n'hésitez pas donc à nous contacter. Vous pouvez nous écrire d'ailleurs à notre adresse email. Écrivez à l'adresse qui est plus facile, Noël Tchani, M
à la fin, comme moi j'invite à Noël Tchani en un seul mot, @gmail.com, et vous pouvez nous envoyer vos contributions, nous allons pouvoir les intégrer. Je vous remercie. Merci. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin. Merci à Gims Lokoum et merci aussi à Sarah Koboline. Sans oublier, Sarah Koboline, c'est ma consoeur. Sarah Koboline, c'est ma consoeur des ZM TV. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et je voulais juste ajouter, avant que vous terminiez, que je connais aussi Sarah Koboline. C'est une journaliste de premier plan. Très bien. Et je dirais même que je la considère l'une des meilleures journalistes de la République démocratique du Congo. Donc bravo à Sarah, bravo à ZM Télévision. Merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et à très bientôt. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonner. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel.